En moyenne, seulement 34% de la population adulte d'Afrique subsaharienne a accès aux services financiers. Ce taux se situe à moins de 18% dans l'espace UEMOA. Une situation délicate car selon les experts, l'accès aux services financiers est crucial pour réaliser une croissance qui réduit la pauvreté. L'inclusion financière est vraiment la pierre angulaire de la croissance. Pourquoi ? Parce qu'il est bien établi que pour avoir une croissance, il faut du développement financier, pour pouvoir faire du crédit, pour prendre des épargnes. Et l'inclusion financière veut dire qu'on étend justement ce développement à tout le monde. Comme vous savez, en Afrique, presque 3/4 des adultes n'ont pas de compte en banque. Et sans compte en banque, auparavant, c'était très difficile de faire des épargnes, de prendre des petits prêts et d'investir. Aujourd'hui, par la téléphonie mobile, on voit dans certains pays que ces services financiers, qui auparavant n'étaient pas disponibles, sont maintenant disponibles aux petits paysans, aux petits consommateurs, à ceux qui n'ont pas de compte en banque. C'est dans le but de promouvoir l'accès à des services financiers que les acteurs de la finance ouest-africaine et internationale se sont retrouvés récemment au siège de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à Dakar. Objectif de la rencontre, offrir une plateforme d'échange aux participants pour l'accélération de l'inclusion financière de la sous-région. La problématique de l'inclusion financière revêt, de nos jours, un enjeu majeur de développement à l'échelle mondiale et plus particulièrement pour les pays africains, puisqu'elle est devenue un catalyseur de la croissance économique. Il est donc normal que la stratégie d'inclusion financière soit placée au centre de toute politique de développement visant à accélérer la croissance, lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités sociales. C'est pour cette raison que la BCEAO et le Fonds monétaire ont décidé d'organiser la présente conférence régionale à Dakar. Elle réunit les décideurs, ministres des Finances, gouverneurs de banques centrales, ainsi que les principaux acteurs de la société civile, du secteur privé et des ONG de l'espace pour échanger sur les voies et moyens de promouvoir l'inclusion financière dans notre espace économique. En général, les ménages à faible revenu, les jeunes, les femmes et les populations des zones rurales sont exclus du système financier classique. La rencontre de Dakar a permis de rechercher les mécanismes politiques et stratégies pour porter vers ces groupes cibles les services financiers. De prime abord, l'accent a été mis sur les bonnes pratiques à travers les expériences régionales et internationales en matière d'inclusion financière. Certains pays ont réussi, bien sûr, sur la base des stratégies et des politiques qui ont été, je dirais, volontaristes, qui ont été définies par leur gouvernement, vous voyez bien, et qui ont su amener les différents acteurs, qui ont su fédérer les différents acteurs autour de ces politiques et stratégies, de sorte que chacun en ce qui le concerne puisse porter la stratégie et amener effectivement nos populations à avoir accès à ce type, à ce type de services financiers. Alors, on parle beaucoup effectivement du Bangladesh. On a vu l'expérience du Bangladesh. On parle beaucoup qui a développé la microfinance de façon formelle. On parle beaucoup du Kenya dont le développement en matière d'inclusion financière a été bâti surtout sur des plateformes technologiques. On parle également de beaucoup d'autres pays. On a vécu l'expérience, on nous a parlé de l'expérience du Ghana, de l'expérience du Nigeria, mais ce qui est commun, ce qui ressort de toutes ces expériences, c'est que les pays qui ont réussi à améliorer l'inclusion financière sont ceux qui ont su effectivement, comme je viens de le dire, définir cette stratégie-là avec des objectifs chiffrés et dans des délais assez bien définis. Au cours de la rencontre ouverte sous le thème « Finance pour tous, promouvoir l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest », l'accent a également été mis sur les réformes en cours au sein de l'espace UEMOA en matière d'inclusion financière. Il s'agit principalement des modifications intervenues dans la réglementation des banques, des systèmes financiers décentralisés, de la monnaie électronique, des systèmes et moyens de paiement,
le partage de l'information financière avec la mise en place de bureaux d'information sur le crédit, de la création d'un système de protection des dépôts et de la gratuité des services financiers bancaires. Chers participants, parallèlement à ces initiatives prises par les autorités monétaires de l'UEMOA, il y a celles qui sont entreprises par les États membres de l'UEMOA. Le gouvernement du Sénégal, pour sa part, a pris des textes visant à favoriser la bancarisation et les transactions électroniques, dont la loi consacrant l'équivalence entre dossiers électroniques et documents papier, la domiciliation obligatoire dans les banques, des salaires et revenus des agents de l'État supérieurs ou égaux à 100 000 francs. Par ailleurs, d'autres mesures ont été prises par les autorités sénégalaises afin de promouvoir les paiements électroniques au niveau des services de l'État, notamment le paiement de type gouvernement à personne. Ces mesures sont, entre autres, l'externalisation du paiement des bourses des étudiants au niveau du système bancaire, permettant ainsi à plusieurs dizaines de milliers d'étudiants d'être payés au niveau des guichets automatiques de billets. Malgré les efforts consentis pour la promotion de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest, des défis demeurent. La banque classique a mis en marge, pas volontairement, mais pour d'autres raisons, a mis en marge une grande partie de la population de notre espace, soit pour des raisons diverses qui peuvent être des raisons de patrimoine, des raisons de garantie. Et la banque classique n'est pas du tout adaptée à faire la promotion de cette frange sociale. Aujourd'hui, il faut s'appuyer vers d'autres vecteurs. Donc, le cadre réglementaire n'était pas approprié. Deuxièmement, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas de support technologique qui pouvait favoriser cette promotion. Aujourd'hui, fort heureusement, avec l'avènement de la téléphonie mobile, ce support-là existe. Les échanges au niveau des différents panels de cette rencontre régionale de haut niveau ont permis l'identification des obstacles à l'accès aux services financiers. Ce défi tourne autour du fait que la population aujourd'hui a besoin d'avoir une sécurité humaine. Cela voudra dire qu'il faut pouvoir aux populations des services qui leur permettent d'accéder à la sécurité alimentaire, d'accéder à l'emploi, d'accéder aux énergies renouvelables, de pouvoir éduquer leurs enfants, d'accéder aux soins de santé, parce qu'une inclusion financière qui ne contribue pas à l'inclusion sociale et pauvre n'a pas de valeur ajoutée pour la population. Les gens ont besoin de services financiers pour pouvoir résoudre des problèmes de développement. Et donc aujourd'hui, il y a des obstacles, des défis qui restent encore à relever pour pouvoir permettre une grande pénétration de l'inclusion financière dans l'espace UEMOA. Et parmi ces obstacles-là, nous pensons qu'il est important de mettre un accent sur l'éducation financière. Par exemple, l'éducation financière constitue un défi important à relever. Et également, les questions d'alphabétisation, ça constitue un défi important à relever. Mais beaucoup plus important dans notre zone, la question de l'accès des petits producteurs aux services financiers, et aux itinéraires techniques de production, aux techniques pour pouvoir bien produire constituent des défis à relever. Les questions de conservation constituent des défis à relever. Et en dehors de tout ça, il nous semble aujourd'hui qu'il faut commencer par éduquer la population dès son jeune âge à pouvoir se prendre en charge en matière d'accès au financement. Donc, il ne sera pas superflu de voir dans les écoles aujourd'hui des programmes d'enseignement sur l'éducation financière émerger. Aujourd'hui, le rôle de la finance alternative et solidaire au sein de l'Union est réel, notamment la finance islamique, des institutions de microfinance et de la banque mobile dans le développement de l'inclusion financière. Cependant, les structures concernées souhaitent un effort de la part des États pour mieux exercer leurs activités. Aujourd'hui, la BCEAO a quand même posé des jalons forts, a mis en place un cadre réglementaire assez favorable au développement de l'activité. Ceci dit, il y a encore, je pense, des améliorations qui peuvent être faites donc, au niveau, comme je dis, de l'identification des agents, au niveau également de l'identification des porteurs. On pourrait par exemple avoir des porteurs qui ont une certaine limitation au niveau du compte, pour un niveau d'identification qui serait moindre. Voilà, on attend
également, comme j'ai dit, de l'État, que les États nous supportent vraiment dans cette initiative parce que, comme j'ai dit, c'est beaucoup d'investissements. Investissement pour construire des réseaux de distribution, investissement pour éduquer les populations, les former, les informer, les rassurer. Parce que, comme vous le savez, nous ne sommes pas des acteurs, je dirais, originellement du secteur financier. Et il y a une crédibilité à bâtir et ça coûte de l'argent. À l'issue d'une journée d'échange, différentes pistes ont été trouvées pour promouvoir l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. UNCDF a travaillé sur les 15 dernières années en Afrique de l'Ouest, sur une vingtaine de programmes dans tous les pays de l'UEMOA. On a fait beaucoup de diagnostics, on a fait des analyses et nous sommes parvenus à la conclusion que pour faire avancer l'inclusion financière dans l'UEMOA aujourd'hui, on doit travailler sur ce qu'on appelle les innovations en termes de produits et de partenariats. Ces innovations doivent conduire à mettre sur le marché des produits et services financiers adaptés à l'agriculture, adaptés à l'emploi des jeunes, adaptés à l'accès à l'énergie, adaptés à l'accès à la santé. Parce qu'aujourd'hui, avec le mobile, le téléphone mobile, on peut relier le téléphone mobile à son compte bancaire, son compte d'institution microfinance et aller chez le médecin et faire ses tests. Donc tout ça doit être fait. La deuxième piste concerne la production et l'analyse des données. On ne peut pas prendre de décision en matière d'inclusion financière sans savoir réellement quel est l'état de la demande. Quels sont les gaps en matière de demande et d'offre de services financiers. Donc il faut pouvoir produire les données, les analyser pour des fins de politique. La troisième piste, ça concerne le développement des compétences. Il faut former les compétences, il faut pouvoir adapter les compétences que nous avons aux besoins de l'inclusion financière de l'économie réelle. Et ça, on doit travailler sur l'assistance technique, mais aussi sur la coopération sud-sud. Les échanges ont montré que dans presque toutes les régions du monde, des programmes politiques et actions sont en cours pour promouvoir l'inclusion financière. Les discussions ont également permis de relever que les politiques menées dans ce cadre, ainsi que les stratégies adoptées ou proposées, ne sauraient connaître le succès attendu sans la stabilité et la sécurité du système financier dans son ensemble.